Ma mère m'a qualifié de déception, et m'a exclu des réunions de famille. Elle l'a regretté, quand ma tante a révélé que j'avais été diplômé de la faculté de droit de Harvard. Donc, ma mère a décidé que j'étais le raté de la famille, quand j'ai abandonné mes études d'infirmière à 19 ans. Et elle a passé les 9 années suivantes à dire à tout le monde que j'avais probablement fini à la rue, ou en prison. Coup de théâtre. J'ai obtenu mon diplôme de droit à Harvard, et je suis devenu procureur fédéral. Elle l'a découvert au dîner de Thanksgiving, quand ma tante a étalé mes diplômes sur la table, comme un jeu de cartes. Ce qui s'est passé ensuite s'est transformé en un cauchemar juridique, qui a nécessité des ordonnances restrictives, et des témoignages au tribunal. Accrochez-vous. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de ma mère, avant que nous n'entrions dans le chaos. Elle n'a pas seulement désapprouvé mes choix. Elle m'a activement effacé de l'histoire familiale. Quand j'ai quitté l'école d'infirmière, elle a utilisé le mot raté en plein visage. Pas déçue, pas inquiète, mais ratée. Elle m'a dit que j'avais gaspillé sa génétique, son temps et son argent, en élevant quelqu'un qui ne pouvait même pas terminer un diplôme de base. Voici le problème avec les parents toxiques. Ils ne vous coupent pas les ponts discrètement. Ils en font toute une mise en scène. Ma mère a appelé les tantes, les oncles, les cousins, et leur a expliqué que j'étais trop embarrassante, pour être invitée aux réunions de famille. Elle a dit que me voir rappellerait à tout le monde un potentiel gâché. Elle m'a littéralement désinvité de Noël cette année-là, par SMS. Ne viens pas. Ta présence gâcherait l'ambiance, pour les gens qui ont réellement accompli quelque chose. À l'époque, je vivais dans ma voiture, et je faisais des gardes doubles dans un centre de distribution, gagnant 11,50 € de l'heure, en essayant de trouver ma prochaine étape. Le travail à l'entrepôt était brutal. Des journées de 10 heures à soulever des cartons, dans une installation où la température estivale atteignait 35 degrés Celsius à l'intérieur, et où l'hiver signifiait des quais de chargement gelés à 5 heures du matin. Mes mains étaient constamment coupées par les bords des cartons, et le ruban adhésif. Je garais ma vieille Honda Civic de 2003 derrière une salle de sport ouverte 24h24, je payais un abonnement de 30 € par mois juste pour me doucher, et je dormais sur la banquette arrière, avec tout ce que je possédais fourré dans 2 sacs de sport. Ma mère ne savait rien de tout cela. Elle n'a jamais cherché à le savoir. Elle n'a jamais vérifié si j'allais bien, si j'étais en sécurité, ou même en vie. Ma tante Rachel m'a trouvé en train de pleurer sur le parking d'une épicerie, la veille de ce Noël. J'y étais allé pour acheter un poulet rôti à 6 €, mon repas de Noël prévu, et je me suis complètement effondré à la caisse, quand la caissière m'a souhaité de joyeuses fêtes. Rachel était derrière moi dans la file, elle m'a vu craquer et, sans hésitation, elle m'a ramené chez elle. Elle m'a donné de la vraie nourriture, m'a laissé dormir dans sa chambre d'amis, avec des draps propres et un vrai matelas, et n'a jamais dit à ma mère où j'étais. Rachel est devenue la famille dont j'avais besoin, quand la mienne a disparu. Elle m'a aidé à postuler à l'université communautaire, en relisant mes lettres de motivation à la table de sa cuisine, jusqu'à 2 heures du matin. Elle s'est portée garante pour mon bail, alors que je n'avais aucun antécédent de crédit, et que j'avais la voix de ma mère dans la tête, me disant que je n'arriverais jamais à rien. Elle a été là, quand je n'avais absolument personne d'autre. J'ai commencé à suivre des cours de parajuriste en journée, à l'université communautaire. Introduction à la justice pénale, méthode de recherche juridique, procédure judiciaire et documentation. Je travaillais le soir dans un petit cabinet d'avocats, classant des papiers et organisant des dossiers, pour 14 € de l'heure. Le cabinet était composé de 3 avocats, dans une maison aménagée en centre-ville, gérant tout, des contraventions aux petits contrats commerciaux. Rien de très glamour, mais j'étais enfin entouré de gens, qui utilisaient leur cerveau pour autre chose que pour rabaisser les autres. L'associé principal, un homme plus âgé nommé William, a commencé à remarquer que je comprenais mieux les dossiers, que certains des jeunes avocats qu'ils embauchaient. Je repérais des problèmes juridiques dans les documents, je soulignais des précédents qu'ils avaient manqués, et je posais des questions, qui le faisaient s'arrêter pour reconsidérer son approche. Au bout de 6 mois, il m'a pris à part, après que j'ai repéré un problème majeur dans un contrat, qui aurait coûté 40 000 € à son client. Tu gâches ton potentiel à classer des papiers, m'a-t-il dit. As-tu déjà pensé à faire des études de droit? L'idée me paraissait impossible. Moi, en école de droit. J'étais la ratée de la famille, celle qui avait abandonné l'école d'infirmière, et qui vivait dans sa voiture. Mais William a proposé de m'écrire une lettre de recommandation,
si je postulais. Et quelque chose a basculé dans mon esprit. Peut-être que je n'étais pas l'histoire que ma mère racontait à tout le monde. J'ai passé le ISAT, test d'admission en droit, 4 fois, avant d'obtenir un score suffisant pour de bonnes écoles. Première tentative, 151. Deuxième, 157. Troisième, 163. Quatrième tentative, après 6 mois à étudier tous les matins avant mon service à l'entrepôt, et tous les soirs après le cabinet d'avocat, 171. Un score assez élevé, pour être compétitif dans les meilleures universités. Ma tante m'a conduite à chaque examen. Des trajets de 3 heures jusqu'au centre de test, car notre ville n'en avait pas. Elle attendait sur le parking avec du café et des SMS d'encouragement, puis elle me ramenait à la maison, pendant que je célébrais ou pleurais, selon comment ça s'était passé. J'ai postulé à 14 facultés de droit, avec des dispenses de frais. J'ai reçu 8 refus, j'ai été sur liste d'attente pour 3, accepté dans 2, puis l'email qui a tout changé est arrivé. La faculté de droit de Harvard. Avec une aide financière basée sur les besoins, qui couvrirait la majeure partie des frais de scolarité. Je suis resté assise dans la cuisine de Rachel, fixant l'écran de mon ordinateur, lisant l'email d'acceptation encore et encore, convaincu que c'était un spam, ou une erreur. Rachel a regardé par-dessus mon épaule, a crié, et s'est mise à pleurer, plus fort que je n'avais jamais vu personne pleurer. Nous avons fêté ça avec des plats chinois à emporter à 8 €, et nous sommes restés éveillés jusqu'à 4 heures du matin, à regarder des photos du campus de Harvard sur Internet. Pendant ce temps, ma mère disait à tout le monde que j'étais probablement à la rue, ou en prison. Je le sais, parce que des proches le mentionnaient de temps en temps à Rachel. C'est tellement dommage pour Sarah. Et ta sœur doit avoir le cœur brisé de voir comment ça a tourné. Ma mère avait créé tout un récit sur mon échec. Elle m'utilisait comme exemple, lors des dîners de famille, sur ce qui arrive quand les enfants n'écoutent pas leurs parents. Mon frère Danny gérait une boutique de téléphone portable. Il n'y a rien de mal à ça. Un travail honnête, un salaire décent. Il semblait assez heureux, mais ma mère le traitait comme s'il avait trouvé un remède contre une maladie. Elle postait constamment sur les réseaux sociaux, parlant des mères à succès élevant des enfants à succès. Elle mettait toujours Danny en avant, et ignorait visiblement qu'elle avait 2 enfants. Elle commentait les photos de famille, en disant qu'elle avait la chance d'avoir un bon enfant, sous-entendant qu'elle n'avait qu'un seul enfant au total. Les proches ont complètement cessé de poser des questions sur moi. Si quelqu'un prononçait mon nom lors d'une réunion de famille, elle disait « Nous ne parlons pas de ça », comme si j'étais morte, ou comme si j'avais commis un meurtre. Je suis devenu le fantôme de la famille, la mise en garde, la fille qui n'existait pas, sauf comme avertissement. J'ai passé 3 ans en école de droit, sans adresser un seul mot à ma mère. J'étudiais les contrats et le droit constitutionnel, pendant qu'elle disait aux gens que j'avais probablement fini dans la rue. Je passais mes examens finaux, pendant qu'elle publiait des messages sur les valeurs familiales. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention magna cum laude, une moyenne de 3,8, et j'ai reçu une offre d'emploi d'un juge fédéral. Un poste de greffière prestigieux, payé 68 000 € par an. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé gagner. Tante Rachel était assise au premier rang, lors de la remise des diplômes, portant un chapeau qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion. Elle pleurait tellement, qu'elle ne pouvait plus voir l'écran de son téléphone, pour prendre des photos. Elle avait pris un vol Low-Cost pour Cambridge, dormi dans une auberge de jeunesse pour économiser, et refusé de rater le moment où je traverserais cette scène. Après la cérémonie, nous sommes allés dans un petit restaurant italien près du campus, et elle a porté un toast au vin de la maison, en l'honneur de la fille qui a prouvé que tout le monde avait tort. Cette même semaine, ma mère postait sur les réseaux sociaux, au sujet des mères qui réussissent en élevant des enfants qui réussissent, faisant référence à mon frère, qui venait d'être promu directeur régional. Elle écrivait des légendes sur la chance d'avoir un enfant qui me rend fier, et les proches commentaient félicitations, sans réaliser l'insulte cachée dans l'utilisation du singulier. J'ai réussi l'examen du barreau du premier coup. J'ai commencé à travailler pour la division criminelle du ministère de la Justice, à Washington DC, en tant que procureur sur des affaires de fraude fédérale. Mon salaire de départ était de 72 000 €, avec des avantages sociaux gouvernementaux, et un plan de retraite. J'ai loué un appartement d'une chambre dans un bon quartier, je l'ai meublé petit à petit, avec des trucs de chez Ikea et des vœux-de-grenier, et j'ai construit une vie, où personne ne s'attendait à ce que j'échoue. J'ai plaidé ma première affaire fédérale à 28 ans, debout dans un tribunal,
pour défendre la position du gouvernement sur une fraude en valeurs mobilières. J'ai gagné la requête, et j'ai gagné le respect de collègues, qui n'avaient aucune idée du drame familial, de la voiture dans laquelle j'avais vécu, ou du travail à l'entrepôt qui m'avait détruit les mains. Ma tante tenait un album photo de chaque accomplissement. Des coupures de presse, quand mes affaires faisaient l'actualité, des copies de mes articles dans la revue de droit, des photos de mes comparutions au tribunal, auxquelles elle venait assister. Elle documentait cette vie, dont ma mère refusait de reconnaître l'existence. Jeudi dernier, c'était Thanksgiving, chez ma grand-mère dans notre ville natale. Je n'avais pas assisté à une réunion de famille depuis 9 ans. La dernière avait été ce Noël où l'on m'avait désinvité, et j'avais fait la paix avec l'idée de ne plus jamais y assister. Mais tante Rachel m'a appelé, 3 semaines avant Thanksgiving. Elle avait ce ton dans la voix, que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Je veux organiser quelque chose de spécial, a-t-elle dit. Est-ce que tu me fais confiance? Je lui faisais totalement confiance. Elle l'avait mérité 1000 fois. J'ai donc dit oui, sans connaître son plan. Toute la famille était réunie. 37 personnes entassées dans la maison de ma grand-mère. Des tantes, des oncles, des cousins dont je me souvenais à peine, des cousins éloignés, des amis de la famille, qui étaient presque comme du même sang. Ma mère tenait sa cour dans le salon, quand je suis arrivé. Elle était au milieu d'une histoire, sur la promotion de mon frère au poste de directeur régional de 3 magasins. Elle avait cette façon de raconter les histoires, qui rendait tout plus impressionnant que ça ne l'était. Comme si Danny avait fondé Apple, au lieu de gérer des points de vente au détail. Je l'ai élevé avec des valeurs et une direction, disait-elle à un public de parents qui hochaient la tête. C'est ce qui fait la différence, entre les enfants qui réussissent et les autres. Et tante Rachel s'est levée, avant que ma mère ne puisse finir sa pensée. J'ai une annonce à faire, a-t-elle dit, d'une voix assez forte pour que les conversations s'arrêtent au milieu d'une phrase. Ma mère a eu l'air agacée d'être interrompue. Cet éclair d'irritation, qu'elle avait quand quelqu'un perturbait sa prestation. Rachel a sorti une chemise de son sac, épaisse, d'aspect officiel, le genre que les avocats apportent au tribunal. Elle a commencé à sortir les documents, un par un, les étalant sur la table à manger, comme si elle distribuait des cartes. Mon diplôme de droit de Harvard, l'original, avec le latin, les sceaux, et les signatures. Ma certification du barreau de l'association du barreau de décès. Des lettres de recommandation, écrites par 2 juges fédéraux. Une de mon superviseur de greffe, et une d'un juge avec qui j'avais travaillé sur un appel. Un article du Washington Post, concernant ma dernière affaire, une poursuite pour fraude qui s'est soldée par une peine de 15 ans, et 8 millions d'euros de restitution. Elle les a disposés méthodiquement, pendant que tout le monde devenait complètement silencieux. On pouvait entendre l'horloge faire tic-tac, dans la cuisine. Le téléphone de quelqu'un a vibré, et il l'a immédiatement mis en silencieux. Puisque certaines personnes semblent l'ignorer, a dit Rachel, en regardant directement ma mère, avec une expression que je ne lui avais jamais vue. De l'acier pur. Votre fille a obtenu son diplôme de la faculté de droit de Harvard, il y a 3 ans. Elle est procureure fédérale au ministère de la Justice. Elle plaide devant les tribunaux fédéraux, et a un taux de condamnation de 94% pour les accusations de fraude. Le visage de ma mère est passé par environ 17 expressions différentes, en 10 secondes. Le choc, l'incrédulité, la confusion, la colère, et encore plus de confusion. Elle a attrapé le diplôme sur la table, vérifiant le sceau en relief et les signatures, comme s'il pouvait s'agir d'un faux. Ses mains tremblaient. C'est impossible. Quand est-ce que... Comment, balbutiait-elle, incapable de former des phrases complètes. Mon oncle Jeff a posé la question évidente. Depuis combien de temps es-tu avocate? Rachel a répondu pour moi, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. 4 ans. Cela fait 4 ans que votre nièce est procureure fédérale à Washington D.C. Et sa mère n'en avait aucune idée, parce qu'elle a banni Sarah des événements familiaux, et a dit à tout le monde de ne pas prononcer son nom. Ma grand-mère, assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, a posé la question qui blessait le plus. Comment as-tu pu ne pas savoir que ta propre fille était à Harvard? Ma mère a essayé de dire que je le lui avais caché, que je l'avais délibérément tenu dans l'ignorance, que c'était en quelque sorte de ma faute, pour ne pas avoir pris contact. Les excuses sont tombées à plat, dans une pièce remplie de gens qui fixaient les preuves, posées sur la table. Rachel n'avait pas fini. Elle a sorti son téléphone,
et a commencé à montrer des SMS datant d'il y a des années. Des captures d'écran de conversation, où ma mère avait dit que je ne valais rien, et que je finirais probablement en prison. Des messages où elle avait spécifiquement dit aux proches de ne pas m'aider, parce que je devais apprendre les conséquences de la manière forte. Des chaînes de mails, où les membres de la famille avaient demandé de mes nouvelles, et où ma mère avait répondu que certains enfants naissent défectueux, et ne peuvent pas être réparés. La pièce a plongé dans le chaos. Des proches exigeaient des explications. Ma grand-mère pleurait, pour les années perdues, pour une petite fille qu'on lui avait dit de ne pas contacter. Mon frère Danny a admis qu'il savait où j'étais, mais qu'on lui avait dit de ne rien dire, ce qui lui a valu des regards furieux d'au moins 6 personnes différentes. Ma mère a alors essayé de me serrer dans ses bras, changeant de tactique comme si elle avait été coachée. Nous pouvons repartir à zéro, a-t-elle dit, en tendant les bras vers moi, les larmes coulant sur son visage. C'est une merveilleuse nouvelle. Nous pouvons laisser le passé derrière nous. Je me suis reculé, gardant une distance entre nous. Tu avais raison sur un point, ai-je dit, ma voix restant stable, même si mon cœur menaçait d'exploser dans ma poitrine. J'étais une déception. Je t'ai déçu en réussissant sans ta permission. Je suis parti avant que quiconque ne puisse discuter, ou me culpabiliser pour me faire rester. Rachel m'avait conduite à Thanksgiving ce jour-là, et elle m'a ramené. Nous n'avons pas beaucoup parlé, pendant l'heure de trajet pour rentrer à mon appartement. Nous sommes juste restés dans un silence confortable, pendant que j'assimilais ce qui s'était passé. Mais ma mère a trouvé mon adresse d'une manière ou d'une autre, j'ai appris plus tard que Danny la lui avait donnée, et elle s'est présentée à ma porte, le lendemain soir. J'ai ouvert la porte, pour la trouver debout dans le couloir de mon immeuble, habillée comme si elle allait à l'église, tenant son sac à main à 2 mains. Nous devons discuter de ton aide mensuelle, a-t-elle déclaré. Pas de non, pas de bonjour, ni de comment vas-tu? Juste des exigences immédiates. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, m'agrippant au cadre pour rester stable, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Je ne discute de rien ce soir, ai-je réussi à dire, d'une voix étonnamment calme malgré le choc, qui m'a frappé comme de l'eau glacée. Elle a commencé à essayer de me dépasser pour entrer dans l'appartement, comme si elle en avait parfaitement le droit. J'ai fait un pas dans l'embrasure, lui barrant la route, répétant qu'elle devait partir. Mes mains tremblaient, mais j'ai gardé une voix posée. Cette conversation est terminée. Tu dois partir. Le visage de ma mère est passé de la confusion à la colère, puis à cette douceur calculée, qu'elle utilisait quand la manipulation devenait nécessaire. Nous sommes toutes les deux des adultes, a-t-elle dit avec une amabilité forcée. Nous pouvons en discuter raisonnablement. J'ai juste besoin de quelques minutes, pour t'expliquer ma situation. Nous avons terminé pour ce soir. Si tu veux parler, ce sera à un autre moment, avec un préavis adéquat. Pars, maintenant. Elle a basculé à nouveau dans la colère, son masque tombant. Tu es théâtrale, et puérile. Après tout ce qui s'est passé à Thanksgiving, tu me dois bien l'opportunité de parler. L'arrogance dans sa voix, comme si je lui devais quoi que ce soit après 9 ans. Tu dois partir immédiatement. Ma voix est devenue plus ferme, plus définitive. Elle a reculé, mais a dit qu'elle attendrait dans sa voiture, jusqu'à ce que je sois prête à être raisonnable. J'ai fermé la porte, et je l'ai verrouillée immédiatement, chaque peine dormant et chaque chaîne. À travers le Judas, je l'ai regardé rester planté dans le couloir, pendant 5 bonnes minutes, avant de finalement se diriger vers l'ascenseur. Dès qu'elle a été partie, j'ai appelé Rachel, les mains tremblantes, à peine capable de tenir le téléphone. Elle a répondu à la première sonnerie, comme si elle attendait. Elle sait où j'habite, ai-je dit. Et là, je me suis complètement effondré. Toute ma contenance de tout à l'heure venait de s'évaporer. Reste où tu es. Vérifie toutes tes serrures. J'arrive dans 20 minutes. J'ai fait une vérification complète de chaque loquet de fenêtre, et de chaque serrure de porte, puis je me suis assise sur mon canapé, en essayant de ralentir ma respiration. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Danny. Mon estomac s'est noué, avant même de l'avoir lu. Maman a vraiment besoin d'aide. Écoute-la, c'est tout. Donc, c'était lui qui avait donné mon adresse. La trahison m'a frappé différemment, car je pensais qu'il restait au moins neutre, dans toute cette histoire. Un autre texto est arrivé. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. La famille est de la famille. Je n'ai pas répondu.
J'ai juste pris des captures d'écran des 2 messages, et je les ai ajoutés à un dossier que je commençais à créer. Rachel est arrivée exactement 20 minutes plus tard, avec un sac de voyage. J'ai déverrouillé la porte, après avoir vérifié le Judas à 3 reprises. Elle est entrée, et a immédiatement commencé à préparer du thé, pendant que je faisais les 100 pas dans mon appartement. Les mots sortaient tout seuls, sur la demande devant ma porte, la trahison de Danny, et la façon dont ma mère m'avait retrouvé. Rachel a écouté pendant que la bouilloire chauffait, puis elle a dit calmement, « Nous avons besoin d'un plan pour le matin, mais ce soir, il s'agit juste de se sentir en sécurité, et de dormir. » Elle s'est installée sur mon canapé, avec des couvertures et des oreillers. J'ai essayé de dormir, mais je suis resté éveillé la majeure partie de la nuit. Je repassais le dîner de Thanksgiving en boucle, imaginant ma mère débarquer à mon bureau, faire un scandale au palais de justice, ou appeler mon patron. Le moindre petit bruit dans l'immeuble me faisait sursauter. Des pas dans le couloir, des portes qui se ferment, le carillon de l'ascenseur. Vers 4 heures du matin, j'ai fini par m'assoupir, de pure fatigue. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, avec 3 appels manqués de ma mère, et un autre texto de Danny. Elle veut juste ce qui est juste. Tu lui es redevable, pour t'avoir élevé. Mes mains tremblaient quand je les montrais à Rachel. Elle a lu les messages avec une expression tendue, puis elle m'a suggéré d'envoyer un SMS clair à ma mère, pour fixer une limite. Ensuite, je devais bloquer son numéro, et passer uniquement par email. J'ai passé 30 minutes à rédiger, et remanier le message. Je ne fournirai pas d'argent. Si tu as besoin de me contacter, utilise uniquement l'email. Ne viens plus jamais chez moi, ni sur mon lieu de travail. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton d'envoi, pendant une bonne minute, avant que je n'appuie dessus. Puis, j'ai bloqué le numéro de ma mère, pendant que Rachel regardait. Au cours de l'heure qui a suivi, ma mère a essayé d'appeler, depuis 3 autres numéros. J'ai bloqué chacun d'eux, au fur et à mesure. Je me suis préparé pour le travail en pilote automatique. J'ai mis mon tailleur, pris ma mallette, essayant d'agir comme si c'était un lundi normal. Rachel a proposé de me conduire au bureau, mais je lui ai dit que je devais essayer de faire des choses normales, que je ne pouvais pas laisser ça dérailler toute ma vie. Ma mère a laissé 4 messages vocaux sur mon téléphone professionnel, avant même que je n'arrive au bâtiment du ministère de la Justice. Chacun alternait entre le fait de dire qu'elle était ma mère, et qu'elle méritait le respect, pour ensuite énumérer tout ce qu'elle avait sacrifié pour moi, avant de m'avertir que je regretterais de traiter ma famille de cette façon. Je les ai tous sauvegardés comme preuve, l'estomac noué en écoutant sa voix passer de la douceur à la menace. Ma collègue Sydney a remarqué que j'avais l'air secoué à mon bureau, et m'a demandé si tout allait bien. J'ai donné une réponse vague sur le stress familial, n'étant pas prête à expliquer toute la situation. Sydney m'a apporté un café sans poser plus de questions, ce qui m'a aidé, plus qu'elle ne le pensait probablement. Ma superviseuse, Gwendaline, m'a appelé dans son bureau en milieu de matinée. Mon cœur a flanché, pensant que ma mère avait déjà contacté le ministère, d'une façon ou d'une autre. Au lieu de cela, Gwendaline m'a dit gentiment, qu'elle avait remarqué que je semblais distraite, et m'a demandé s'il y avait quelque chose affectant mon travail, dont je devais discuter. J'ai pris la décision, en une fraction de seconde, d'être honnête. Je lui ai dit que je faisais face à un membre de ma famille devenu insistant, que je gérais la situation, mais que je voulais qu'elle soit au courant, au cas où il y aurait des tentatives de contact au bureau. Gwendaline a pris cela au sérieux immédiatement. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité, et si j'avais besoin d'aide avec la sécurité du bâtiment, ou pour rassembler des documents. J'ai expliqué la situation brièvement, en restant professionnel et factuel. Elle a dit qu'elle impliquerait les bonnes personnes, pour s'assurer que je sois protégé au travail. Elle a décroché son téléphone et a appelé les ressources humaines, pendant que j'étais encore assise là, le mettant sur haut-parleur. Elle a expliqué à une certaine Rita, qu'il s'agissait d'un problème de sécurité potentiel, impliquant le harcèlement familial d'une employée fédérale. Rita a demandé si j'étais à l'aise, pour descendre à son bureau tout de suite, afin de déposer un rapport officiel. Nous avons descendu 2 étages ensemble. Rita m'a fait remplir un formulaire de rapport d'incident, documentant chaque contact que ma mère avait établi, depuis son apparition à mon appartement. Elle m'a posé des questions spécifiques, pour savoir si je me sentais physiquement en sécurité, si ma mère avait proféré des menaces, ou si j'avais besoin d'aménagement sur mon lieu de travail. Elle en a imprimé une copie pour moi, et une pour la sécurité du bâtiment,
puis elle m'a accompagné elle-même, jusqu'au bureau de la sécurité. Le chef de la sécurité a écouté attentivement, pendant que Rita expliquait, et j'ai fourni le nom complet, ainsi que la description de ma mère. Il a ouvert le système de registre des visiteurs, et a ajouté une note, indiquant qu'elle n'était autorisée à accéder au bâtiment sous aucun prétexte, la signalant comme une alerte de sécurité. Il m'a donné son numéro de portable direct, et m'a dit d'appeler immédiatement, si elle se présentait près du bâtiment. En retournant à mon bureau, je me suis senti protégé, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis que cela avait commencé. J'avais l'impression qu'il y avait de vrais systèmes en place, plutôt que d'être juste moi, essayant de gérer ça toute seule. Ce soir-là, je réchauffais des restes, quand mon téléphone a vibré. C'était un message de ma cousine Jennifer, quelqu'un à qui je n'avais probablement pas parlé depuis 5 ans. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook, que ma mère avait faite 1 heure plus tôt. Quelque chose de vague, sur le fait que certains enfants oublient d'où ils viennent, et tournent le dos aux personnes qui ont tout sacrifié pour eux. La publication avait déjà 23 commentaires, principalement de parents dont je me souvenais à peine, et d'amis de ma mère. Tous disaient des choses encourageantes, sur la bonne mère qu'elle était, et sur l'ingratitude des enfants de nos jours. Mes mains tremblaient en lisant les commentaires, voyant ma mère jouer à la victime, devant un public qui n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé. J'ai fait des captures d'écran de la publication et de tous les commentaires, avant qu'elle ne puisse les supprimer. J'ai tout sauvegardé dans un dossier, que Rachel m'avait conseillé de commencer à tenir. Ce dossier contenait déjà les messages vocaux, les SMS de Dani, et des photos de ma mère devant la porte de mon appartement, que le concierge de l'immeuble m'avait aidé à récupérer sur les caméras de sécurité. Chaque élément de preuve ressemblait à une protection, mais aussi à la preuve que c'était vraiment en train d'arriver. Ma mère intensifiait la situation, au lieu de reculer. Ma grand-mère m'a appelé vers 21 h ce soir-là, la voix fatiguée, et triste d'une manière qui m'a fait mal au cœur. Elle a demandé si nous pouvions tous simplement nous asseoir, et en parler en famille. Peut-être dîner chez elle, où tout le monde pourrait dire ce qu'il a sur le cœur, calmement. J'aimais ma grand-mère et je savais qu'elle pensait bien faire, mais je lui ai dit doucement que discuter n'avait pas fonctionné, pendant les 9 années où c'est moi qui étais exclu. J'ai expliqué que j'avais besoin d'espace en ce moment, pour comprendre les choses et me protéger, que je n'essayais de blesser personne, mais que je ne pouvais pas laisser ma mère me harceler, juste parce que nous étions de la même famille. Ma grand-mère est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit qu'elle comprenait, bien que sa voix semble blessée. Elle m'a demandé de la tenir au moins au courant, pour qu'elle ne s'inquiète pas. J'ai promis de le faire, car je ne voulais pas qu'elle soit prise entre deux feux. Le lendemain, Rachel s'est présentée à mon appartement après le travail, avec son ordinateur portable, et une expression déterminée. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, et a commencé à me montrer des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Des captures d'écran de SMS, échangées entre elle et ma mère il y a des années, à l'époque où j'avais été renié. Des chaînes de mails, où ma mère disait aux proches que je ne valais rien, et que je finirais probablement en prison. Des messages où elle donnait des instructions précises, pour que les gens ne m'aident pas, car je devais apprendre les conséquences à la dure. Rachel avait tout gardé pendant des années, créant un dossier numérique de chaque chose cruelle, que ma mère avait dite à mon sujet, quand elle pensait que je ne le verrais jamais. Lire ces messages m'a frappé plus durement que prévu. Voir les mots par écrit les rendait, en quelque sorte, plus réels. Ma mère m'avait traité de gaspillage d'espace dans un email à mon oncle. Elle avait dit à Rachel que j'allais finir à la rue, et que ce serait bien fait pour moi. Elle avait écrit dans une conversation de groupe par SMS, que certains enfants naissent tout simplement défectueux, et ne peuvent pas être réparés. Rachel m'a regardé tout lire, avec une expression triste mais résolue. Quand j'ai enfin levé les yeux, elle a dit que c'était pour ça qu'elle avait tout documenté. Parce qu'elle savait qu'un jour, je pourrais avoir besoin de preuves, que je ne surréagissais pas, et que je ne faisais pas un drame. La cruauté, documentée noir sur blanc, a validé chaque limite que j'essayais de fixer. Puis, mon téléphone a sonné l'après-midi suivant, alors que je révisais des dossiers. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché, pensant que ça pouvait être lié au travail, et la voix de Dani a immédiatement retenti. Il s'est lancé dans une explication, sur le fait que ma mère traversait une crise financière. Elle avait 3 mois de retard sur son prêt immobilier. Et, elle pensait que je voudrais l'aider, maintenant que j'avais du succès, et que je gagnais bien ma vie. La façon dont il présentait les choses a déclenché un éclair de colère en moi, comme si les problèmes d'argent de ma mère
était en quelque sorte ma responsabilité. Je l'ai coupé court. Je ne discuterai pas d'argent avec toi, ou avec maman. Cette conversation est terminée. Avant de raccrocher, je lui ai demandé directement pourquoi il lui avait donné mon adresse, alors qu'il savait que je la gardais privée. La question l'a rendu silencieux pendant un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus basse. Maman a menacé de me mettre à la porte de sa maison, si je ne l'aidais pas à te contacter. Ces mots ont changé quelque chose dans ma compréhension. Danny vivait encore sous son toit à 32 ans, toujours dépendant financièrement, et toujours soumis à son contrôle. Il m'a expliqué qu'il essayait d'économiser de l'argent pour déménager. Mais, c'était difficile avec son salaire, et ma mère utilisait ça comme moyen de pression. J'ai ressenti un mélange complexe, de la colère contre lui pour avoir révélé mon adresse, et de la compassion, en réalisant qu'il était piégé à sa façon. Je ne peux pas régler ta situation, lui ai-je dit. Tu dois faire tes propres choix, sur ce que tu es prêt à tolérer, mais je ne serai pas ton ennemi, si tu commences à respecter mes limites. Il s'est excusé, et j'ai cru qu'il était sincère, même si je n'étais pas encore prête à lui faire totalement confiance. Ce soir-là, Rachel est venue, et nous avons passé 3 heures à la table de ma cuisine, à rechercher des options juridiques. Nous avons cherché des informations sur les lettres de mise en demeure, les ordonnances restrictives, et les exigences en matière de documentation du harcèlement. Rachel prenait des notes, pendant que je mettais dans mes favoris les sites juridiques pertinents. Nous avons discuté des avantages et des inconvénients, pour chaque option. J'hésitais à impliquer des avocats, car cela me semblait être une énorme escalade. Mais Rachel m'a fait remarquer que ma mère avait déjà fait dégénérer les choses, en se présentant chez moi, et en exigeant de l'argent. Nous avons décidé que je devais consulter un avocat privé, plutôt que de faire appel à quelqu'un lié à mon travail. Rachel a mentionné qu'elle connaissait une avocate spécialisée en droit de la famille, nommée Phyllis, qui s'occupait spécifiquement des cas de rupture de liens familiaux. Elle a proposé de faire les présentations, et j'ai accepté. Le lendemain matin, en me préparant pour le travail, une notification de mail est apparue, provenant de l'adresse de ma mère. Objet, facture pour service rendu. Mon estomac s'est noué avant même de l'ouvrir. Je me suis assise sur mon lit, et j'ai cliqué sur l'email. J'y ai trouvé un détail qui a fait trembler mes mains. Elle avait répertorié les coûts estimés, pour m'élever de la naissance à 18 ans. Des lignes budgétaires pour la nourriture, le logement, l'éducation, les vêtements, les soins médicaux, et même quelque chose intitulé « Travail émotionnel et conseil ». Le total s'élevait à 247 850 €. En bas, elle avait écrit « Un plan de paiement mensuel de 2000 € serait une juste compensation, pour mon investissement dans ton éducation. En tant que brillante procureure fédérale, gagnant 72 000 € par an, tu peux facilement te le permettre. Premier paiement dû à la fin du mois. » Elle avait inclus des instructions de paiement, le code guichet de sa banque, et son numéro de compte, comme s'il s'agissait d'une véritable transaction commerciale. J'ai lu la facture 3 fois, essayant de digérer le fait que ma mère avait réellement créé un tableur, me facturant mon enfance. Elle traitait mon existence comme un prêt, qui nécessitait un remboursement avec intérêt. J'ai transféré l'email à Rachel et à Phyllis, sans ajouter aucun commentaire, car j'étais trop abasourdi pour formuler une réponse. Rachel m'a appelé dans les minutes qui ont suivi, la voix tendue par la colère, pour me demander si j'allais bien. Phyllis a répondu dans l'heure, avec un message professionnel. Ce type de manipulation est plus courant que vous ne le pensez, dans les cas de rupture familiale. Et c'est en fait une documentation très utile, prouvant le harcèlement, pour toute procédure judiciaire. Les parents qui tentent de facturer à leurs enfants adultes les dépenses de leur enfance n'ont aucune base légale, et cela montre un schéma clair de coercition financière. Elle a proposé de me rencontrer aujourd'hui ou demain, pour discuter des options, afin d'établir des limites légales. J'ai répondu que demain après-midi me convenait, car j'avais besoin d'une journée pour digérer tout ça. J'ai passé le reste de la matinée au travail, à essayer de me concentrer sur mes dossiers, mais mon esprit revenait sans cesse à cette facture. À ma mère, calculant le coût de chaque repas qu'elle m'avait donné, de chaque vêtement qu'elle m'avait acheté, de chaque toit au-dessus de ma tête. Comme si ce n'étaient pas des obligations parentales fondamentales, mais des dépenses professionnelles, exigeant un retour sur investissement. Ce week-end-là, Rachel a suggéré que nous rendions visite à ma grand-mère ensemble. J'ai accepté, car je ne voulais pas que ma grand-mère soit prise entre deux feux, ou nourrie de mensonges sur ce qui se passait.
Nous avons conduit jusqu'à sa maison samedi après-midi. Nous l'avons trouvée l'air plus vieille qu'à Thanksgiving, plus fatiguée, et usée par le drame familial. Elle m'a serré fort dans ses bras avant même que nous nous asseyions, me tenant plus longtemps que d'habitude. Autour d'un thé, à la table de sa cuisine, elle a commencé à me raconter des histoires sur l'enfance de ma mère, que je n'avais jamais entendues. Comment ma mère était toujours préoccupée par les apparences, et par ce que pensaient les voisins. Comment elle s'énervait si ma grand-mère portait les mauvais vêtements lors des événements scolaires, ou si leur maison n'était pas parfaite quand des invités venaient. Ma grand-mère a décrit comment ma mère avait coupé les ponts avec sa propre sœur, la fille de ma grand-mère, il y a des années, pour un affront perçu lors d'un mariage familial, et elles ne se sont pas parlé pendant 5 ans. Elle m'a raconté comment ma mère tenait le compte de chaque gentillesse, et exigeait un remboursement avec intérêt, rappelant des services des années plus tard, et exigeant des retours équivalents. Ces histoires m'ont donné un contexte que je n'avais jamais eu, brossant le tableau de schéma générationnel. Cela m'a aidé à comprendre le comportement de ma mère, sans pour autant l'excuser. Ma grand-mère a tenu ma main par-dessus la table, et a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir vu ces schémas assez clairement, pour m'en protéger. Rien de tout cela n'est de ta faute, lui ai-je dit, en lui serrant la main. Elle a continué à parler, décrivant ma mère adolescente, refusant de porter des vêtements d'occasion, même quand l'argent manquait. Elle préférait sauter des repas, plutôt que d'être vue avec des vêtements qui n'étaient pas neufs. Le schéma prenait tout son sens. Cette facture n'était pas un acte désespéré et ponctuel, mais tout à fait cohérent avec la façon dont ma mère considérait chaque relation, comme une transaction. Des phares ont balayé la fenêtre de la cuisine. Ma grand-mère a regardé dehors, puis s'est tournée vers moi avec une expression inquiète. La voiture de Danny s'est garée dans l'allée, et j'ai senti tout mon corps se crisper. Il est entré, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Des cernes sombres sous des yeux injectés de sang. Les épaules voûtées. Il a fait un signe de tête à Rachel et à ma grand-mère, puis m'a regardé, et m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Je n'en avais pas envie, mais Rachel m'a fait un petit signe de tête affirmatif. Alors, je l'ai suivi par la porte arrière, dans la petite cour de ma grand-mère. La lumière à détecteur de mouvement s'est allumée. Nous sommes restés là, dans le froid de novembre, notre respiration faisant de la buée dans l'air. Il a commencé à parler avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Les mots se bousculaient, expliquant qu'il avait été l'intermédiaire de ma mère auprès des proches pendant des années. Il livrait sa version des faits, décourageant activement les gens de me contacter. Il a avoué qu'il disait aux tantes et oncles que j'allais bien quand ils demandaient, que je préférais qu'on me laisse tranquille, tout en sachant que ma mère me traitait de raté. Sa voix s'est brisée quand il a dit qu'il en avait assez. Qu'il ne savait pas comment s'extirper de là, alors qu'il vivait dans sa maison, et qu'il dépendait financièrement de son bon vouloir pour le laisser rester. Je ne peux pas régler ta situation, lui ai-je dit, en croisant les bras contre le froid. Je ne serai pas ton ennemi, mais tu dois faire tes propres choix, sur ce que tu es prêt à tolérer. Il a hoché la tête en regardant le sol. Puis, il a admis que les dettes de ma mère étaient pires que ce qu'il m'avait dit. Elle empruntait de l'argent aux proches depuis des années, et faisait en réalité face à une saisie de sa maison. J'ai ressenti une petite étincelle, de quelque chose qui pourrait être de la compassion. Mais je me suis rappelé qu'une crise financière ne justifiait pas 9 ans de cruauté, ni le fait de se présenter à ma porte, pour exiger des paiements mensuels. Lundi matin, j'étais assise dans le bureau de Phyllis. Un petit espace, avec des livres de droit tapissant les murs, et des dossiers empilés sur chaque surface. J'ai exposé toute la situation. Le fait d'avoir été renié à 19 ans, les 9 années de silence, la révélation de Thanksgiving, ma mère se pointant à ma porte, l'email avec la facture, tout. Phyllis prenait des notes sur un bloc-notes jaune, posant parfois des questions pour clarifier des dates, et des incidents spécifiques. Quand j'ai eu terminé, elle m'a expliqué mes options, en commençant par une lettre de mise en demeure formelle. Elle établirait des limites et des conséquences claires, avec la possibilité d'aller jusqu'au dépôt d'une demande d'ordonnance restrictive, si le harcèlement continuait. Nous avons décidé de commencer par la lettre. Rédigée fermement, mais donnant à ma mère une chance claire de reculer, avant d'impliquer les tribunaux. Phyllis a dit qu'elle aurait un brouillon prêt d'ici la fin de la semaine. J'ai quitté son bureau en ayant l'impression d'avoir franchi une étape concrète, au lieu de simplement réagir à ce que ma mère ferait ensuite. Cet après-midi-là, j'ai rencontré la gestionnaire de mon immeuble. Je lui ai montré des photos de ma mère sur mon téléphone, en lui expliquant que cette personne n'était la bienvenue dans le bâtiment sous aucun prétexte,
et que la police devait être appelée si elle apparaissait. La gestionnaire a pris cela très au sérieux, a pris des notes dans son système, et a proposé de changer mes codes de serrure immédiatement. J'ai accepté, et elle m'a fait tester les nouveaux codes 2 fois. Le lendemain au travail, ma superviseuse m'a assigné à une affaire très médiatisée, impliquant des accusations de fraude fédérale. Le genre de dossier qui peut faire, ou défaire, la réputation d'un procureur. Je me suis jeté à corps perdu dans la préparation, reconnaissante pour la distraction, et pour le rappel de ce que j'avais construit. Jeudi matin, ma mère m'a de nouveau envoyé un email. Cette fois, avec un ton plus doux, disant qu'elle voulait juste reprendre contact et repartir à zéro, sans faire aucune mention de la facture, comme si toute cette histoire n'avait jamais existé. J'ai immédiatement reconnu la tactique de manipulation. Mettre la pression, puis battre en retraite, puis remettre la pression, en usant les gens jusqu'à ce qu'ils cèdent. Je n'ai pas répondu, suivant les conseils de Phyllis de maintenir le silence radio, pendant que nous préparions la lettre légale. Vendredi après-midi, Rachel m'a appelé au travail, ce qu'elle ne faisait jamais. J'ai répondu, inquiète qu'il soit arrivé quelque chose à ma grand-mère. Au lieu de cela, elle m'a dit que ma mère s'était présentée chez elle 1 heure plus tôt, tambourinant à la porte, et exigeant de savoir ce que Rachel me racontait. Rachel a refusé d'entrer dans son jeu, et a dit à ma mère de partir. Mais ma mère est restée sur le porche pendant 20 minutes, hurlant à la trahison, avant de finalement partir en voiture. Je me suis senti coupable, de voir que l'établissement de mes limites affectait Rachel. Je l'entraînais dans un conflit qu'elle ne méritait pas. Elle m'a coupé fermement. Ce n'est pas ta faute. Je peux gérer ta mère. Tu dois arrêter d'assumer la responsabilité du mauvais comportement des autres. Lundi matin, Phyllis m'a envoyé par email la lettre de mise en demeure finalisée. Je l'ai lue 2 fois. Le langage juridique était clair et ferme. La lettre établissait que je demandais à n'avoir aucun contact, sauf communication écrite concernant le bien-être de ma grand-mère, et que toute violation entraînerait des poursuites judiciaires, y compris d'éventuelles ordonnances restrictives. La lettre énumérait les incidents spécifiques avec leur date, la visite sur le pas de ma porte, l'email de la facture, le harcèlement chez Rachel. J'ai envoyé mon approbation à Phyllis, et elle m'a répondu qu'elle l'enverrait par courrier recommandé aujourd'hui. Pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai eu l'impression de retenir mon souffle. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter. Chaque email inconnu faisait battre mon cœur à tout rompre. Je vérifiais le numéro de suivi de manière obsessionnelle. Rachel a appelé mercredi soir, et m'a rappelé que l'attente faisait partie du processus. Que je faisais tout ce qu'il fallait, que je ne pouvais pas contrôler la réaction de ma mère, mais que je pouvais contrôler la façon dont je me protégeais. Jeudi après-midi, le suivi a indiqué que ma mère avait signé le courrier recommandé, à 14h47. À 18h15, ma boîte de réception a signalé un email de sa part. Objet, menace judiciaire de ma propre fille. L'email était long et brouillon. Elle passait de la douleur qu'elle ressentait, aux accusations selon lesquelles j'utilisais ma formation juridique, pour intimider ma propre mère. Elle a écrit sur tout ce qu'elle avait sacrifié pour m'élever. Et voilà comment je la remerciais, comment je lui brisais le cœur, et détruisais la famille. Ensuite, elle m'a accusé d'avoir monté Rachel contre elle, et d'avoir empoisonné l'esprit de ma grand-mère. Le pire est arrivé quand j'ai fait défiler le message. Elle avait mis Dani, 3 tantes, 2 oncles, et ma grand-mère en copie de l'email, clairement pour essayer de mettre tout le monde de son côté. J'ai immédiatement fait des captures d'écran de tout, et j'ai transféré à Phyllis, avec un petit mot demandant si cela comptait comme une violation de la lettre. Dans les 20 minutes qui ont suivi, mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications de mai, alors que les gens commençaient à répondre. Mon oncle Robert a répondu le premier, disant à ma mère que les limites légales étaient raisonnables, et qu'elle devait les respecter. Mon oncle James a ajouté que tout le monde devrait peut-être prendre du recul. Ma grand-mère a demandé à tout le monde de régler cela en privé, s'il vous plaît, plutôt que via des emails de groupe. 2 tantes n'ont pas répondu du tout. Dani a répondu en disant « Nous devrions tous en discuter en famille ». Son approche habituelle, cherchant le juste milieu. Samedi matin, Dani m'a envoyé un email séparément, depuis son compte personnel, au lieu de répondre au fil de discussion du groupe. Il a écrit que ma mère pleurait sans arrêt depuis 2 jours, et qu'elle menaçait de débarquer à mon bureau, si je ne répondais pas rapidement. L'email m'a fait me sentir coupable, pendant environ 30 secondes, avant que je ne me souvienne que j'avais passé 9 ans à être celle qu'on avait abandonnée,
sans que personne ne s'inquiète pour moi. J'ai transféré son email à Phyllis. Une semaine plus tard, Danny a reçu une assignation. La victime de la fraude avait déjà porté plainte, pour fraude électronique et fausse déclaration. Attendez, ça c'est une autre histoire. Laissez-moi corriger. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel du garde de sécurité de l'immeuble. Ma mère s'était présentée au bâtiment du ministère de la Justice, essayant de monter à mon bureau, en prétendant que c'était une urgence. La sécurité a suivi le protocole, et lui a demandé de patienter, pendant qu'il me contactait. J'ai confirmé qu'elle n'était pas autorisée à monter. Ils l'ont escortée vers la sortie, et ont appelé la police, lorsqu'elle a refusé de quitter le hall. Le rapport de police a été ajouté à mon dossier de preuves. Phyllis m'a dit que nous avions maintenant des motifs solides, pour demander une ordonnance restrictive. 2 semaines après la première lettre de mise en demeure, j'ai pris la décision, assise à mon bureau. J'ai tapé un email à Phyllis, l'autorisant à lancer la procédure d'ordonnance restrictive. Elle a commencé à préparer la requête, en utilisant tous nos incidents documentés, les emails, le rapport de police, les témoignages de Rachel et de ma grand-mère. Danny a emménagé dans la chambre d'amis de Rachel, après avoir enfin donné son préavis chez ma mère. Il a commencé à suivre une thérapie 2 fois par semaine, pour surmonter des années à être pris entre deux feux. Il m'a appelé un soir, et m'a dit que son thérapeute l'aidait à voir, à quel point il avait cautionné le comportement de notre mère, en allant dans son sens. Nous avons commencé à nous retrouver pour prendre un café de temps en temps. Des conversations de 30 minutes dans des lieux neutres, où nous parlions de travail, et de sa recherche d'appartement. De petits pas, pour redevenir frères et sœurs, sans le poids des attentes de notre mère. L'audience pour l'ordonnance restrictive a été programmée 3 semaines plus tard. J'ai préparé mon témoignage avec Phyllis, m'entraînant à rester calme et factuel, en décrivant le schéma de harcèlement. Gwendoline a continué à me soutenir au travail, m'accordant de la flexibilité pour mes rendez-vous juridiques, tout en s'assurant que ma charge de travail restait gérable. 2 jours avant l'audience, mon téléphone a sonné, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas. La voix de Danny semblait stressée, me disant que notre mère était à l'hôpital, et qu'elle me réclamait. La culpabilité automatique m'a frappé comme une vague. Puis, j'ai fait une pause, et j'ai posé des questions. Que s'est-il passé? Quel hôpital? Que disent les médecins? Il a hésité, avant d'admettre qu'elle était allée aux urgences pour des douleurs thoraciques, mais que les examens n'avaient rien révélé. Juste de l'anxiété, et du stress. Elle devait sortir dans quelques heures. La manipulation est devenue évidente, l'urgence ne correspondait pas à la situation médicale réelle. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle recevrait les soins appropriés pour son anxiété, mais que je n'irais pas la voir. Le jour de l'audience est arrivé. Je m'étais habillé avec soin, portant un tailleur bleu marine, les cheveux tirés en arrière, ressemblant en tout point à la procureure fédérale que j'étais. Phyllis m'a retrouvé devant la salle d'audience, et nous avons revu notre stratégie une dernière fois. La pièce était plus petite que ce à quoi je m'attendais, juste le banc du juge, et quelques rangées de sièges. Ma mère est arrivée en se représentant elle-même, et s'est assise de l'autre côté de l'allée, sans me regarder. Quand mon tour est venu, je me suis avancé à la barre des témoins et j'ai prêté serment, ma voix restant stable, même si mes mains tremblaient. J'ai témoigné clairement du schéma de harcèlement, la visite devant ma porte, la facture, le rapport de police, les violations de la mise en demeure. Phyllis m'a guidé à travers chaque incident, avec des questions qui m'ont permis d'exposer la chronologie de manière claire. Ma mère a essayé de m'interrompre 2 fois, mais la juge lui a dit d'attendre son tour. Quand Phyllis a terminé, ma mère a eu l'occasion de poser des questions. Elle a essayé de me faire passer pour vindicative, demandant pourquoi je faisais cela alors qu'elle était ma mère. J'ai gardé mes réponses courtes et factuelles. Je suis ici parce que vous avez violé mes limites à plusieurs reprises, bien qu'on vous ait demandé d'arrêter. Phyllis a présenté nos documents, emails, photos, rapports de police. La déclaration écrite de Rachel décrivait la scène sur sa pelouse. La déclaration de ma grand-mère confirmait que ma mère avait essayé de l'utiliser comme intermédiaire. La juge a tout lu attentivement. Ma mère a eu sa chance de parler. Elle a dit que j'étais sa fille et qu'elle voulait juste reprendre contact, qu'elle ne pensait pas à mal, que j'utilisais ma formation juridique pour l'intimider. La juge a écouté sans expression. Puis, elle a posé des questions précises sur la lettre de mise en demeure, et sur le fait de s'être présentée chez Rachel,
après qu'on lui ait dit de rester à l'écart. Ma mère a bafouillé dans ses réponses, se contredisant 2 fois. La juge a fait une suspension de séance de 5 minutes, pour examiner les documents. Ces 5 minutes m'ont paru durer 1 heure. Quand elle est revenue, la juge a commencé à parler, d'un ton calme et mesuré. Elle a accordé une ordonnance restrictive d'1 an, avec des dispositions spécifiques. Ma mère doit rester à au moins 150 mètres de mon domicile, de mon lieu de travail, et de tout endroit qu'elle sait que je fréquente. Elle ne peut me contacter directement par aucun moyen. Elle ne peut me contacter que par l'intermédiaire de son avocat, et uniquement concernant de véritables urgences impliquant ma grand-mère. La juge a expliqué que toute violation entraînerait une arrestation immédiate, et une potentielle peine de prison. Ma mère devait prendre cette ordonnance très au sérieux. Le soulagement m'a envahi pendant que la juge parlait, d'avoir enfin une protection juridique avec de vraies conséquences, au lieu de simples requêtes que ma mère pouvait ignorer. Ma mère s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol, et est sortie sans se retourner. Phyllis m'a serré l'épaule. Vous avez été super. L'ordonnance est solide, et applicable. Rachel m'attendait dans le couloir. Nous avons conduit jusqu'à un restaurant calme, et avons commandé des sandwichs. Aucune de nous ne sentait vraiment le goût. Rachel a eu les larmes aux yeux, quand je l'ai remerciée pour tout. Les années de soutien, la constitution du dossier, sa présence aujourd'hui. Nous avons trinqué avec nos verres d'eau à notre famille de cœur, et aux limites qui sont enfin respectées. Le soulagement au cours des jours suivants a été presque physique, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois, et que je pouvais enfin expirer. Mon travail s'est stabilisé immédiatement, car la peur constante de voir ma mère apparaître, avait disparu. Je me suis plongé dans mes dossiers, avec une énergie que je n'avais pas eue depuis des semaines. 2 mois plus tard, Danny m'a appelé pour m'inviter à voir son nouvel appartement. Il avait quitté la chambre d'amis de Rachel, après avoir économisé assez pour le premier et le dernier mois de loyer. Un petit studio dans un vieil immeuble. Rien d'extraordinaire, mais propre, et à lui. Nous avons commandé une pizza, et l'avons mangée assis sur le sol, puisqu'il n'avait qu'une seule chaise. Il m'a remercié de ne pas l'avoir complètement exclu de ma vie, malgré son rôle dans ce pétrin familial. Je lui ai dit que j'étais heureuse, qu'il se construise sa propre vie, loin du contrôle de notre mère. Ma grand-mère et moi avons pris l'habitude de dîner tranquillement chez elle, 1 semaine sur 2. Juste nous deux, sans aucun drame. Nous parlions de son club de lecture, et de mes affaires judiciaires, et c'était paisible, d'une manière que les réunions de famille n'avaient jamais été. 6 mois après la révélation de Thanksgiving, j'étais assise dans une réunion avec ma superviseuse. Elle parlait de ma performance sur l'affaire très médiatisée que nous avions gagnée. Elle a mentionné des possibilités d'avancement, peut-être un poste de procureur principal, sur la prochaine grande affaire. J'ai réalisé, assise là, que le fait de protéger mes limites avait libéré une énergie mentale, qui me rendait meilleur dans mon travail. Ma réputation au bureau était solide, bâtie sur des affaires réussies, et une préparation minutieuse. Danny m'a envoyé un texto pour me dire qu'il s'était inscrit à 2 cours pour le semestre prochain. Ma grand-mère m'a envoyé une carte, pour me dire à quel point elle était fière. L'ordonnance restrictive restait dans mon classeur, sans aucune violation. 3 semaines plus tard, Danny m'a envoyé un SMS pour me dire que notre mère avait vendu la maison. Elle avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, avait trouvé un emploi dans un magasin de détail, et semblait concentrée sur le remboursement de ses dettes. J'ai lu le message 2 fois, m'attendant à ressentir une forte émotion, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est la reconnaissance tranquille que les conséquences étaient réelles. Rachel a appelé vendredi, et m'a invité à dîner la semaine suivante. Danny et ma grand-mère venaient aussi. Je me suis arrêté chez le caviste en chemin, et j'ai choisi une bouteille meilleure que d'habitude. Nous avons mangé les lasagnes de Rachel, et avons parlé des projets de jardinage de Rachel, des meubles de l'appartement de Danny, et du club de lecture de ma grand-mère. Après le dîner, nous avons joué aux cartes à la table de la cuisine, pendant 2 heures. Danny a fait des blagues sur les talents de ma grand-mère pour compter les cartes, et personne n'a tenu les scores. Ma grand-mère a dit que c'était à ça que devraient ressembler les dîners de famille, et nous étions tous d'accord, sans avoir besoin d'en dire plus. Je suis rentré chez moi ce soir-là, en me sentant apaisé d'une façon que je ne croyais pas possible, avec la famille.